Bon, Sylvain, ici on est au lieu à vivre de l'association Alice. C'est une aventure qui commence quand Alice? Alors l'association Alice commence en 2003. On a commencé par servir des repas, hein, d'abord sur la région de Saint-Tropez. Puis après on s'est rendu compte que sur notre bassin, il y avait un manque de distribution de repas dans la rue. Donc on a commencé à distribuer des repas 2 fois par semaine pour que les gens puissent manger 4 fois par semaine au lieu de 2. Cette aventure-là de servir des repas a duré jusqu'à l'an dernier, au mois de mai, où nous l'avons suspendu. Parce qu'entre le temps où on a analysé les besoins qu'il y avait sur le bassin et mars 2017, il s'est avéré que le SAMU social a augmenté le nombre de distributions de repas, tout du moins pour l'hiver. Donc maintenant, il y a des repas qui sont servis tous les soirs. Je pense 2-3 fois en été. Bon, l'été c'est moins bien couvert. Nous avons eu à vivre une histoire qui dure depuis 2002. À l'époque, je me suis intéressé tout de suite à l'association Voisins Citoyens Méditerranée, qui avait en projet de faire entrer dans le droit commun des initiatives de solidarité telles que les lieux à vivre. Des lieux où les SDF pourraient vivre pour une période indéterminée. Moi, il me tenait énormément à cœur de créer ce lieu à vivre parce que c'est une idée de sœur Emmanuelle qui a été amie d'Alice et qui a été cofondatrice d'Alice avec Mouli Ganjati et puis nous-mêmes. Hein. Nous étions une dizaine à l'époque et on a eu cette idée de créer cette association avec un lieu de vie communautaire tourné autour un petit peu de l'agriculture, des activités qui permettent à des personnes dans le besoin de se poser. Il y a une personne qui est très connue qui a validé notre travail lorsque nous nous occupions d'un lieu à vivre, mais qui n'était pas géré par Alice, il était géré par les SDF eux-mêmes. Hein. En fait, c'était un lieu autogéré. Et notre accompagnement a été validé par Boris Cyrulnik, qui est venu nous visiter et qui a même fait cette remarque en disant des lieux comme ça, c'est une bonne affaire pour la société. Et puis il était venu aussi lorsqu'on avait fait une journée hommage à une sœur Emmanuelle, et là, il était intervenu à côté de toutes les autres associations présentes pour apporter son soutien. Donc aujourd'hui il s'est passé un événement particulier, c'était quoi qui se passait ici aujourd'hui? Alors, ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui, c'est la rencontre avec des praticiens de terrain qui m'ont appris des problèmes que je savais vaguement, mais qui les ont précisés sur le problème. Alors moi j'appelle ça les largués de la société, mais larguer c'est pas un mot méchant, c'est un mot de marine. Ça veut dire que larguer, on va là où le vent nous emporte. Et c'est des gens qui ne sont pas amarrés, qui n'ont pas de référence, qui n'ont pas de métier, qui souvent n'ont plus de famille, donc ils sont largués. Et ils sont faciles à récupérer si on les encadre, plus facile qu'on le dit, c'est du travail, et alors que la solution, la tendance actuelle, c'est de les laisser dériver au gré du vent. Donc bien sûr, ils s'aggravent, et après on dit que c'est un problème de société, mais c'est nous qui l'avons créé. Voilà ce que j'ai appris aujourd'hui. Ce que j'ai appris aussi aujourd'hui, que je savais un peu avant quand même, mais qui a été précisé aujourd'hui, c'est que il faut décider les décideurs à agir. Et que très souvent, ils ne sont pas plus bêtes que moi, hein, mais ils fonctionnent avec des préjugés, avec des stéréotypes, des pensées toutes faites. Et que pour agir sur les décideurs, il faut agir sur la culture. Et c'est pas tellement un discours de courbes et de chiffres qui va les convaincre d'abord, c'est un discours d'émotion. Alors sœur Emmanuelle, elle a un discours d'émotion, elle a un discours de spiritualité qui la motive, et ensuite elle est capable de démontrer qu'elle a récupéré beaucoup d'enfants. Et je pense que dans notre culture occidentale, on a d'autres moyens de déclencher les émotions, la fiction, un roman, un témoignage,
une autobiographie, un film. Ça ne va pas régler le problème, ça ne va même pas faire connaître le problème, ça va simplement déclencher le désir de réfléchir. Et ensuite, on va aller voir des praticiens, des sociologues qui, eux, vont nous fournir les courbes, mais là, on aura envie de les comprendre. Et quand on sera convaincu qu'il y a des méthodes, finalement, humaines et pas si coûteuses que ça, j'ai été très séduit par les chantiers d'insertion, les jardins d'insertion, les ateliers d'insertion, parce que ça me paraît quelque chose d'accessible, d'humain, de respectueux et d'efficace. Justement, au niveau de l'efficacité, là pour l'association Alice, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette initiative de cette association? Je pense que c'est une association courageuse. La solution de facilité, c'est de filer dans son bureau et de faire de la théorie. Alors que la solution de praticien, c'est d'aller sur le terrain et de se retrousser les manches. Donc moi, je suis plein d'admiration pour les gens qui vont sur le terrain. Mais il ne faut pas les laisser tout seuls sur le terrain, je crois que c'est un système. Il faut mobiliser tous les éléments du système. Les gens de terrain, bien sûr, les témoins, et puis ensuite les courbes, les psychologues, les sociologues. Il faut raisonner en termes de système et non pas en termes de une cause provoque un effet. C'est les éducateurs qui vont régler le problème, pas du tout, c'est les politiciens, pas du tout, c'est l'argent, on va donner beaucoup d'argent et le problème va être réglé. Je pense que tous ces raisonnements mènent à l'échec. En revanche, quand on fait des raisonnements systémiques, il faut des éducateurs avec un peu de monnaie, avec l'autorisation de créer des lieux de rencontre, en agissant sur la culture. Alors à ce moment-là, avec des points, des actions hétérogènes, on pourra non pas tout régler, mais on pourra beaucoup améliorer la situation. Des handicapés, l'OCH. Donc ils ont fait appel à Henri Cata, le fondateur de Verdine, et c'est lui qui nous a mis ici. On est là depuis 30 ans, depuis après ça s'est agrandi. Maintenant il y a 6 lieux autour. Ah oui, c'est jeune là. On apprend des cheveux, du ventre, tout bien. Alors là c'est la salle des enfants. Donc accueil des familles. Il y a une dizaine d'enfants dans la maison, et donc ça c'est leur salle de... Voilà, s'il pleut ou quoi. Sinon ils ont un parc des enfants dehors, mais c'est un grand terrain, donc voilà. Il y a 12 hectares, il y a la colline, ça va un ruisseau qui fait le fond de la frontière, et ça va à la rivière qui va là, et puis après 2 côtés là-bas, la barrière de chez la voiture. 12 hectares. Il y a des enfants. Ouais. Là-bas, il y a les animaux, mais alors les animaux ont été attaqués là, les gens se sont bien servis et ont renouvelé des airs. Les poules, tout ça, les coqs, ça a été la nuit, je pense, ou des gens qui sont... Voilà. Des renards à 2 pattes, on appelle ça. On continue, alors donc, effectivement, il y a 3 niveaux. Hein. C'est selon les familles ou selon le nombre de personnes? Il y a des appartements, il y a des chambres, il y a un peu de tout. Alors ici, c'est une précision quand même, cette maison était délabrée. Hein. Elle a été rebâtie par les gars d'ici. Elle a été reconstruite, refaite la toiture, c'était très délabré. Les planchers ont été démolis, rechangés. La toiture, la façade. Ça a coûté 8 ans de travail pour rebâtir cette maison. Ah oui, parce qu'on a eu les normes de sécurité qui sont tombées dessus, les normes d'habitabilité et on a dû faire face. Vous les attirez ou les non, non, c'est vrai que l'administration est assez pénible. Hein. Vraiment, elle met la pression. Parce que nous, on a des normes qu'on essaie de leur faire accepter, mais ils n'y arrivent pas. Et ce sont les résidents eux-mêmes qui ont tout fait. Hein. Ça nous fait une très bonne activité. Donc on a mis beaucoup d'énergie là-dessus. Hein. Mais ça a été conçu pratiquement par les habitants, sauf le chauffage que j'ai tenu à faire par un artisan. Et les normes de sécurité, encore, c'est des gens d'ici qui ont fait. C'était suivi par un artisan.
Cale, tronçonneuse, électricité. Il y a quand même une équipe qui travaille sur l'extérieur pour le bois. Parce qu'on se chauffe qu'au bois. Ouais, c'est ça. Donc on a l'eau chaude sans vitesse, ça tourne toute l'année, hein, le chauffage. Il y en a qui se relaient jour et nuit. Tout au bois. Tout au bois. Ah oui, sinon ça reviendrait trop cher. Là il y a une grande pièce. Pour le vide-grenier, quand il y a des meubles, tout ça, on les met là-dedans. Hein. C'est une grande pièce de 100 mètres carrés. Le vide-grenier, c'est un ancien Emmaüs qu'on a racheté. Il y a 1 km d'ici à Pondéro. D'accord. Donc il y a un camion qui va récupérer, vider les greniers, puis c'est revendu là-bas. C'est retapé ici si besoin avant. Ou là-bas. Là-bas, il y a aussi un atelier de... Juste pour l'anecdote du vide-grenier, c'est un gars qui est arrivé, qui s'appelle Michel, qui est belge de nationalité. Il est arrivé ici, au bout de 2 jours, il vient voir Guy, il dit « Moi, je veux faire un vide-grenier ». Il dit « Attends, écoute, ça serait bien que tu rencontres un petit peu la communauté avant de faire des grandes idées comme ça, parce que c'est une charge pour la maison. » Il est reparti, 1 ou 2 mois après, il est venu, il s'est installé, il a commencé à faire des petits vide-greniers avec tout ce qu'il trouvait dans la maison. Et puis finalement, on a un vide-grenier maintenant qui se trouve à Pondéro, un hangar. Et c'est vraiment quelqu'un qui a donné 3 ans à fond avec sa compagne, qui, voilà, comme on disait tout à l'heure, on a utilisé ses capacités en fait. Voilà. Nous, au niveau de la communauté, on n'avait pas l'idée de faire un vide-grenier. Mais le fait qu'on a eu la force de quelqu'un, on l'a accompagné. Et puis aujourd'hui, ben voilà. Oui, alors les choses qu'on fait, c'est vrai que c'est souvent, c'est venu comme ça. C'est comme le centre de vacances, c'est parce qu'il y a des chrétiens du coin qui ont dit, voilà, non, on ne veut pas le porter, c'est trop lourd au niveau de la sécurité, on vous le donne. Donc on a repris l'histoire. C'est souvent, c'est pas notre idée de vouloir... Et la personne, si elle rapporte 2000 € par mois Le vide-grenier de vide-grenier, lui, il a quoi il a quelque chose ou rien? Non, il participe comme tout le monde, il aide comme tout le monde. Bah, celui qui a, il met dans un pot commun. Celui qui n'a pas, on prend dans le pot commun et on lui donne Ah oui, la c'est ce qu'il a dit, mais même pour Voilà. celui-là qui fait l'activité, vous voyez que c'était Même, non, il y a pas personne pareil qui gagne pour de ceux-là. manière Ah, individuelle. d'accord. Tout est reversé Parce que dans tout à l'heure, il m'a l'association. expliqué ça, mais je pensais que c'est comme celui-là, il faisait le vide-grenier. Mais ça, ce sont des c'était personnes différent. qui ont vécu ici, donc ils sont sortis, qui sont partis et qui sont venus pour le propos de la maison se réinvestir. Ah oui, voilà, d'accord. Donc ça nous fait pour nous des Oui, moteurs. oui, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes comme ça et si la communauté elle tient, c'est grâce à ça. C'est des personnes qui se sont sorties de la galère et qui maintenant... Redonne par voilà. le biais de... Ouais, d'accord. Alors sinon, il y a aussi, à la communauté, tant qu'on parle de la communauté, il y a encore C'est pas eux qui avaient fait un disque là? 2 autres lieux qu'on a ouverts. Il y a un lieu sur Alès qui a bien grandi ces temps-ci parce qu'on a pu acheter 2 appartements d'un immeuble, en haut, en bas, donc on prend en sandwich l'immeuble. Et il y a des locaux loués, tout ça, donc sur Alès. Il y a entre 15 et 20 personnes et sur Montpellier aussi. Pareil, on a adopté sur la Cora Oui. un système. Alors on se débrouille pour acheter le lieu, c'est-à-dire avec des fondations, comme les fondations Abbé Pierre, Agir sa vie, etc. Parce que sinon ça revient trop difficile, c'est très difficile de louer. Là sur Alès, ça revenait trop cher et surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de revenus. Donc dès qu'on peut, on réunit des associations qui nous aident à acheter des appartements pour pouvoir accueillir aussi des gens qui n'ont pas de revenus. On continue. Question financement ici. Pour l'instant, on a 2 sortes de financement. Il y a les participations, comme on vous a dit, des personnes. Et de 2, il y a des allocations logement, qui n'est pas de tout le monde. Donc on fonctionne à petit budget, en fait. On n'a pas des grands budgets. Et là, c'est tout ce qu'il y a. Alors, de temps en temps, il y a des gens qui travaillent. Des fondations pour les gros trucs. Alors, il y a le vide-grenier, quand même, qui ramène un petit peu. Et puis, il y a des gens, des fois, qui travaillent sur les oignons, tout ça, ou travaillent extérieur, qui ramènent aussi un peu d'argent. Ces chalets, c'est quoi? Hein? Les chalets derrière? Ah, ça, c'est la plomberie. Ça, c'est la plomberie. Et là-bas, c'est l'atelier mécanique. Donc, on répare les véhicules de la maison. Franck, on était en train de visiter ton atelier. Le mec, il arrive, veux-tu faire la mécanique? Oui, bon, il va voir Franck, il dit, bah tiens, voilà, il y a tel bagnon, il y a ça à faire. Le mec, il met les blocs et tout, lui, il lui dit ce qu'il connaît. Et voilà, bah bon, il y a tout un truc qui se met en place. Donc, c'est l'atelier mécanique.
Alors ça aussi, ça soulage un peu les frais de la maison parce qu'on fait les réparations pratiquement nous-mêmes, sauf quand c'est vraiment trop compliqué, à ce moment-là, on va chez le garagiste. Et c'est toutes des personnes d'ici Oui. qui font ça? Oui. Ouais. Par contre là, il y a eu beaucoup de formations de fait. Il y a eu 2 entreprises qui se sont montées à l'extérieur, des gens qui ont appris dans le tas et qui ont monté leur truc. Quoi. Parce qu'il y a quand même, ça, le bâtiment, il y a quand même presque 8 ans qu'on y est dessus. Hein. Depuis les fondations. Tout ça. Vous profitez des personnes qui ont des compétences en maçonnerie qui habitent sur place pour continuer à chaque Voilà, celui que ça plaît, il travaille dans là et puis il se forme. Après, Et qui est-ce qui vérifie? alors on a un architecte, il y a une ingénierie pour le ferraille, le ferraillage. Voilà, les plans, tout ça, c'est nous qu'on les a fait, on s'est adapté au terrain. Et là, le futur bâtiment, il loge combien de personnes là? Celui-là, pour l'instant, il y en a combien de personnes? Je ne sais pas, je ne compte pas trop. Je dirais une trentaine de personnes, je pense, qui habitent là dans le... Il n'y a qu'une partie qui est habitée de l'instant. On a commencé un peu à habiter celle-là, on va y monter tout à l'heure. Parce que c'est les personnes qui font l'enduit là. Cet enduit, il est bizarre. Mais le mec qui a fait cet enduit, il réussit à faire un enduit, il s'est peaufiné tout seul. Et il s'est amélioré et il arrive à faire un enduit beaucoup plus cohérent. Oui, mais ça c'est la première couche. C'était les premières couches, ouais. Mais voilà, juste pour dire que le gars qui faisait ça, il n'a peut-être jamais fait de façade de sa vie. Aujourd'hui, il est capable de faire ce côté le bâtiment. C'est de la professionnalisation. Parce que là, il a... Non, je veux dire les formes du bâtiment. Ah oui. De ce côté, ça fait plus harmonieux. C'est-à-dire qu'on a nettoyé autour. Le matin à 8h, on se réunit ici, chacun peut choisir un texte sur la Bible, et puis ensuite c'est commenté, chacun peut dire ce qu'il en pense, tout ça. C'est souvent très bien parce qu'on a plusieurs éclairages. Et puis les réunions du soir, c'est plus pour dialoguer sur les choses qui vont de la maison, qui ne vont pas, ou quelqu'un a un texte à proposer, ou autre. Donc c'est un dialogue envers... où chacun peut prendre la parole. Chacun peut prendre la parole. C'est toujours très ouvert. Hein? Tout le monde vient vraiment. Alors c'est obligatoire. Sauf s'il y a vraiment des personnes qui gardent des enfants ou quoi, exception, sinon en général... Ah, c'est obligé de dire des noms. Ah ben oui, parce que sinon il n'y a plus de communauté, évidemment pas. Mais, les 4 lois sont... Eh ben, c'est ce qui fait le lien de la maison, c'est ce qui fait la vie de la communauté, et qu'on ne part pas dans tous les sens. Parce que sinon, sur quelle loi on se base? Est-ce qu'on a le droit de taper sur l'autre? Quels sont nos droits? Voilà. C'est un peu l'histoire de la maison dite. Nous, on veut apprendre à s'aimer, à s'accueillir, à se pardonner, à vivre différemment. Et parce que s'il n'y a pas de cette... C'est introduction. Instruction. Sinon, il en demande Juste un dernier petit mot. Sœur Emmanuelle va fêter ses 100 ans. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire pour son anniversaire? Sœur Emmanuelle va fêter ses 100 ans, elle vient de naître. Mais je lui dirais que dans la vie, les années les plus difficiles à passer, c'est les 100 premières. Et qu'après, c'est toujours la même chose.